Une enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière après celle menée sur le foncier urbain en 2016 sans les effets escomptés. Les députés de l'ALT rebelotent. Cette fois, les représentants du peuple n'entendent pas faire dans la dentelle. Les résultats des enquêtes qui seront menées ne resteront pas dans les tiroirs. Les responsabilités seront situées et les fautifs punis. La création de la commission d'enquête parlementaire qui s'en chargera a été validée hier à l'unanimité des votants à l'ALT ainsi que 2 autres commissions d'enquête parlementaires. Et puis bientôt des états généraux de l'agriculture et de l'élevage pour déceler les failles de ces secteurs afin d'asseoir les bonnes stratégies pour une autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. À cette rencontre, les acteurs non étatiques veulent parler d'une même voix. Pour ce faire, depuis hier, ils sont en conclave, en atelier préparatoire pour peaufiner leur stratégie de participation. Voilà pour le sommaire. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très bon et fructueux mois à toutes et à tous. Malgré l'adoption de la nouvelle loi portant promotion immobilière en juin dernier interdisant la spéculation sur les terrains nus, il a été donné de constater une violation flagrante de ce texte de loi. Ce sont les députés de l'ALT qui parlent, résolument engagés à travailler pour désamorcer cette bombe à retardement que représentent les crises foncières. Ils veulent mener une enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière. Aucun acteur ne sera épargné cette fois et les responsabilités seront situées. Les propositions de création de cette commission d'enquête parlementaire a été validée hier à l'ALT en présence de Stéphanie Ouattara et Abdou Razak Traoré qui nous donnent plus de précisions. La proposition de résolution du député Yaya Karambiri, adoptée à l'unanimité des 70 votants du jour, c'est le départ d'une commission d'enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière. Encore une mission parlementaire sur la promotion immobilière au Burkina Faso, s'exclament certains députés. Ce sont des chiffres qui appuient leur réaction. Le Burkina Faso a déjà mené une première enquête parlementaire sur le foncier urbain en 2016. Elle avait déjà épinglé des pratiques et acteurs foulant aux pieds les règles. Aucune poursuite n'a été faite, seulement 3% des recommandations ont été mises en œuvre par le gouvernement. En 2024, le député Yaya Karambiri veut faire autrement. Il n'y aura point de répit, même pour l'exécutif. Et nous voulons vraiment marquer une rupture avec le passé en faisant en sorte que les premiers acteurs qui seront auditionnés, en tout cas dans le cadre de notre travail, soient d'abord la partie gouvernementale. Voilà, parce que nous pensons que s'il y a eu des problèmes par rapport à la loi de 2008 sur la promotion immobilière, c'est parce que la loi a été votée et que immédiatement l'Assemblée n'a pas suivi la mise en œuvre de la loi. Les députés s'inquiètent de l'opportunité, mais aussi du timing de cette enquête parlementaire en gestation. Elle intervient quelques mois seulement après l'adoption d'une nouvelle loi sur la promotion immobilière. Mais si nous devons attendre longtemps avant de commencer à mener l'enquête parlementaire sur la nouvelle loi, on va se retrouver avec les mêmes problèmes parce que des informations que nous avons, quoique la nouvelle loi interdit la vente de terrains nus, des promoteurs immobiliers, ça donne actuellement à la vente de terrains nus, tout en prenant soin d'antidater les documents. Alors si l'Assemblée ne prend pas ses responsabilités, nous serons des médecins après la mort. Quelqu'un l'a dit, c'est une bombe à retardement. N'attendons pas que la bombe explose avant d'agir. Il y a aussi la nécessité de s'assurer que les décrets d'application de la nouvelle loi de promotion immobilière sont conformes à l'esprit de la loi. Sur nos lauriers et que des gens prennent encore des décrets d'application pour dire les et ou promotion foncière, on n'est pas au courant. Alors que nous avons voté une loi sur la promotion immobilière. On n'a pas dit et ou foncière. Mais après, les gens se réunissent, ils font des ateliers et on prend des décrets d'application pour dire que bon, c'est de la promotion immobilière et ou foncière. On dit non que c'est la loi qui a dit ça, alors que les députés n'ont absolument pas dit ça. Voilà. Donc nous ne rendons pas compris de certaines situations qui peuvent créer des désagréments à nos concitoyens.
Comme dans la promotion immobilière, il y a également des blocages institutionnels dans la gestion du foncier rural. La loi portant un régime du foncier rural, adoptée le 16 juin 2009, a prévu des mécanismes qui ne sont toujours pas mis en œuvre 15 ans après. Les députés ont validé un projet d'enquête parlementaire à ce niveau également. Parce que là, la loi a prévu un certain nombre d'institutions, de procédures qui jusque-là ne sont pas vraiment opérationnelles sur le terrain. Et il reviendra donc à la commission d'enquête parlementaire de pouvoir revenir sur cela et afin d'appeler, sinon d'interpeller le gouvernement pour que des solutions idoines soient trouvées. Des solutions idoines également dans le domaine des projets et programmes financés sur ressources extérieures. Quelle est leur efficacité sur le terrain? La troisième commission d'enquête parlementaire créée a été consacrée à ce volet. Et comme vous venez de l'entendre, les députés veulent aussi voir clair dans la gestion du foncier rural, mais pas que. Dans leur viseur également, l'efficacité des projets et programmes financés par des ressources extérieures. Une commission d'enquête parlementaire chargée d'évaluer donc l'impact de ces projets et programmes afin d'évaluer leur efficacité sera également mise en place dans les prochains jours, a décidé l'ALT. On en sait plus avec le député porteur de cette proposition d'enquête parlementaire que je vous propose d'entendre. L'efficacité, c'est quoi? C'est mesurer l'impact. Mais surtout l'impact des projets qui ont été clôturés déjà. Et il faut que, justement, on ait ce mécanisme, ce réflexe de toujours évaluer l'impact des projets clôturés. Qu'est-ce que cela a apporté à l'amélioration des conditions de vie des populations? Effectivement, ça c'est un problème de fond, mais nous l'avons déjà couvert, M. Cabré, dans nos objectifs. Les partenaires qui se sont retirés probablement à cause de VDP, le président Kaji est là, nous en avons discuté. Et au niveau de la commission, certains étaient pour carrément l'annulation de cette question, d'autres ont dit non, il faut la garder, etc., etc. Bon, ce n'est pas mauvais de la garder, parce qu'il y a un fait objectif qui est là. Effectivement, certains partenaires, je dis bien bilatéraux, se sont retirés. Mais on ne peut pas dire que c'est directement à cause des VDP. On dira probablement que c'est à cause de notre nouvelle ligne politique et la recherche de notre souveraineté. Voilà. Et surtout de nos choix stratégiques désormais dans le cadre de la souveraineté. Ça ne plaît pas à certains, c'est sûr. Alors les bilatéraux, oui, certains se sont retirés. Nous avons même donné un exemple de l'ordre de 41 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2003 qui ont été carrément annulés parce qu'on n'avait plus de visibilité sur leur décaissement, ces bilatéraux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un fait objectif. Le législatif, droit dans ses bottes donc, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale à travers ses prochaines enquêtes. Au département en charge de l'agriculture, le ministre lui-même s'évertue dans le contrôle des actions entreprises pour la mise en œuvre effective de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Dans ce cadre, les lignes ne bougent pas véritablement dans les travaux d'aménagement du futur bas-fond rizicole situé au pied des pics de Sendou, ce qui n'est pas du goût du commandant Sombier qui hausse le ton pour que l'infrastructure soit livrée à bonne date. Majid Bakouan a suivi cette visite terrain pour nous. Voyons ensemble l'atmosphère qui était parfois des plus tendues. Au pied des pics de Sendou dans la Léraba, 280 hectares aménagés pour une production rizicole. Un aménagement qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-silvopastorale. Le 19 février dernier, le ministre en charge de l'agriculture en visite sur le site avait exprimé son insatisfaction face à la lenteur des travaux et des instructions avaient été données. Ismaël Sombier revient constater la mise en œuvre de ces instructions une semaine après son passage. Sur un délai d'exécution consommé de 30%,
Le taux d'exécution des travaux est de 2%. Un retard est accusé et l'entreprise tente de s'expliquer. Il n'y a pas de certitude sur vos propositions. Non, les liens. Vous avez un cyclone inversé. Un cyclone inversé, vous avez un cyclone inversé. C'est un ouvrage qui est relié par deux conduites entourées. Par une conduite entourée. Oui. Donc l'eau qui gravitairement rentre là-bas et ressort de l'autre côté. Vous voyez, la distance peut atteindre autour de 100 et quelques mètres. Donc vous pensez que l'eau va quitter, il n'y a même pas de charge. L'eau va quitter gravitairement comme ça, avec des vitesses nulles, pour sortir, pour entrer dans le siphon et sortir de l'autre côté. C'est impossible. C'est impossible. Non, il n'y a pas. On peut. C'est dans les parages. Écoutez, avec les levées. C'est question de débat technique là. Vous allez le faire. Non, s'ils sont d'accord, non, on va le faire. Le ministre Sombi invite les prestataires à redoubler d'efforts pour livrer ces terres cultivables aux producteurs d'ici le mois de juin. Au cas du non-respect de ce délai, des sanctions seront appliquées selon le chef du département de l'agriculture. Si vous avez la chance qu'on fuit le sport, plusieurs centaines de Burkinabés. C'est beaucoup de personnes qui vivent de ça. Vous ne pouvez pas vous amuser avec eux. Voilà. Vous devez faire en sorte de pouvoir faire le travail correctement pour qu'à terme les populations soient satisfaites. Vous avez fait un mois pour le travail. En une semaine, ce que vous avez fait. Si vous avez travaillé au même rythme, aujourd'hui nous ne serons pas à ce niveau. Mais nous vous donnons encore un sursis parce que nous ne sommes pas satisfaits encore du rythme de travail. Nous vous donnons encore un sursis de 10 ans. L'aménagement de ce bas-fond est financé à un peu plus de 1,4 milliard de francs CFA par le PRECA, le projet de résilience et de compétitivité agricole. Et puis, je vous l'annonçais en début d'édition, dans les prochains jours, le Burkina Faso tiendra des états généraux de l'agriculture et de l'élevage. L'idée est de passer au peigne fin les goulots d'étranglement de ces secteurs afin de proposer des solutions idoines pour une autosuffisance alimentaire. En prélude à ce rendez-vous national, les acteurs non étatiques veulent accorder leur violon sur les termes de leur participation. Depuis hier donc, et ce jusqu'à ce 1er mars, ils sont en conclave préparatoire. Risnata Ouedraogo était à l'ouverture de cet atelier. Elle nous en parle avec la voix de Arsène Konditamde. La dépendance du Burkina Faso aux céréales importées a connu une hausse, passant de 7,9% en 2003 à plus de 11% en 2018. De même, les importations annuelles de lait coûtent plusieurs milliards de francs CFA selon les chiffres du SPONG. Une situation qui est due en partie à la faible productivité, à l'accès limité aux intrants et équipements, au financement restreint et à la faible transformation. Les états généraux de l'agriculture et de l'élevage qui sont en perspective vont contribuer à comprendre la situation et faire face aux défis. Ce 29 février, les acteurs non étatiques se préparent pour cette rencontre à venir. Les états généraux de l'agriculture et de l'élevage devront permettre une analyse rétrospective et prospective afin de mieux comprendre la situation du secteur et ainsi dégager des mesures et des options prioritaires et contextuelles viables pour la réduction de la pauvreté à l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans notre pays. Prévu pour se tenir pendant 2 jours, les 29 février et 1er mars, l'atelier préparatoire est salué par les participants. Tous les acteurs non étatiques sont appelés à plus de résilience dans un contexte de crise sécuritaire et climatique. La situation sociopolitique de notre pays aussi a beaucoup joué sur notamment les acteurs du secteur rural. Donc il faut véritablement que ces acteurs-là soient vraiment résilients et trouvent vraiment des mécanismes pour vraiment être autosuffisants afin de faire face à ces différents défis que nous sommes assis. Il est donc prévu à l'issue de ces 2 jours de travaux de faciliter une appropriation du plan opérationnel de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 aux acteurs non étatiques et d'adopter une stratégie de participation des acteurs non étatiques aux états généraux de l'agriculture et de l'élevage.
Le patronat, lui, réfléchissait sur la responsabilité sociale des entreprises RSE, un concept pas très ancré dans la pratique des entreprises. Il devrait pourtant l'être. Son importance dans la vie des entreprises a donc été démontrée et de bonnes pratiques en la matière partagées par les bons élèves. C'était à l'occasion de la conférence organisée par le Conseil national du patronat burkinabé en collaboration avec l'IFG de la Côte d'Ivoire. On voit tout cela avec Maxime Ilboudou. Les entreprises sont outillées à faire du profit, mais leurs responsabilités sociales les obligent à mesurer leur impact sur l'environnement et à se donner un visage humain, notamment par la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions des travailleurs et les questions relatives aux consommateurs. La responsabilité sociale des entreprises ne devrait pas être perçue comme une contrainte selon le président du patronat burkinabé, mais plutôt comme une opportunité de créer un impact positif durable. D'où cette conférence de partage d'expériences des chefs d'entreprise sur les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises. Toutes les entreprises ne sont pas au même niveau d'information et d'engagement sur la RSE. Et nous avons eu l'opportunité effectivement ce matin de voir des entreprises qui sont très engagées et qui ont partagé leurs expériences avec les autres pour démontrer l'importance de la RSE dans la vie de l'entreprise, en ce sens que chaque entreprise fait en sorte que la vie de l'entreprise puisse avoir un impact social pour toutes les parties prenantes, et également puisse travailler à préserver l'environnement autour d'elle. Elle est une initiative du Conseil national du patronat burkinabé en partenariat avec IFG, une institution de formation basée en Côte d'Ivoire. Une opportunité pour les entreprises qui ne sont pas encore engagées de s'imprégner des expériences des dévanciers pour maîtriser la portée de la responsabilité sociale des entreprises. On n'est pas des donneurs de leçons, mais nous sommes là vraiment dans l'accompagnement, dans le partage des best practices, de sensibiliser aussi les entreprises et d'évaluer un peu quels sont les outils qu'elles utilisent, quelles sont les pratiques RSE qu'elles emploient au niveau de leur structure et au niveau de leur stratégie. Au cours des échanges, les entreprises sont invitées à faire de la santé-sécurité au travail un pilier essentiel de la qualité de vie et du bien-être des collaborateurs et bannir toute forme de discrimination. Même si les études révèlent qu'un nombre important d'entreprises burkinabées ne disposent toujours pas de politique de responsabilité sociale. La promotion du savoir-faire africain, de par les conditions de travail dans lesquelles nous encadrons nos collaborateurs, nous participons donc quotidiennement à cette politique RSE. Nous développons au quotidien des technologies, des innovations qui permettent aux agriculteurs aujourd'hui de produire de manière beaucoup plus responsable, beaucoup plus efficace et de manière responsable. Première du genre, cette conférence se tient sous le thème « Vers une entreprise responsable et durable, défis et opportunités de développement économique en Afrique ». Les étudiants en communication et journalisme de l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication hypermique, eux, veulent contribuer à la résolution de la crise humanitaire que vit actuellement le Burkina Faso du fait de la crise sécuritaire. La problématique est posée à l'occasion de leurs 72 heures, placée sous le thème « Rôle et responsabilité des acteurs de la communication dans la résilience » qui se tiennent du 29 février au 2 mars prochain. Les grands axes de l'événement dans ce reportage de Amandine Tago avec la voix de Arsène Konditamde. En organisant les 72 heures de l'étudiant en journalisme et communication, le bureau des étudiants de l'Hypermic, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias et la communication, veut contribuer à résoudre la crise humanitaire que traverse le Burkina Faso. Les étudiants réfléchissent donc sur le rôle et les responsabilités des acteurs de l'information et de la communication dans la résilience. Cette édition est élargie aux autres écoles de journalisme et communication. Une collecte de dons est par ailleurs initiée au profit des personnes déplacées internes. La thématique du domaine humanitaire, comme vous le savez sans doute, aujourd'hui notre pays est malheureusement confronté à une situation qui est très peu reluisante. Donc chaque compartiment de la société essaie d'apporter sa contribution à la résolution de ce problème-là. Et nous, en tant qu'acteurs de l'information et de la communication, il était important pour nous aussi
d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Donc pour nous, c'est une manière de le faire en organisant ces 72 heures-là. Réunir les étudiants, les informer de la situation, mais aussi les outiller en termes de communication et journalisme sur leur contribution. Donc la particularité, c'était déjà d'élargir. Et puis la particularité cette année, c'est également de faire une collecte de fonds à l'endroit des personnes déplacées internes. Le représentant de la marraine de ces 72 heures salue la démarche des étudiants et s'engage à les accompagner dans leurs initiatives. Et nous avons estimé que ce sont des futurs professionnels, donc les étudiants en journalisme, ce sont des futurs professionnels, donc ce sont des collaborateurs qui peuvent aider à mieux expliquer ce qui se fait sur le terrain et aussi à mieux expliquer la situation réelle pour permettre de pouvoir lever des financements et pouvoir accompagner donc les personnes déplacées. Les 72 heures se tiennent du 29 février au 2 mars 2024. Sont prévus durant ces 3 jours des panels sur la question humanitaire, des compétitions de reportage et une soirée gala. Et puis, cette bonne nouvelle pour les acteurs du showbiz de Bobo-Dioulasso. La ville a désormais une salle de spectacle virtuelle qui plus est équipée d'instruments de musique pour des lives. La mise en place de cette salle entre dans le cadre du projet dénommé Mon spectacle de poche, porté par l'association SIA Reggae et Musique du Monde. En clair, le projet vise à faire des réalisations et des diffusions en ligne lors des prestations d'artistes en live. Plus de précisions avec Amidou Ouedraogo et Majid Bakouan. Barak La Voix d'Or, Maï Lengani et Kalam en prestation ici, dans cette nouvelle salle de spectacle virtuel. Une salle construite dans le cadre du projet Mon spectacle de poche. L'objectif est de faire des captations de prestations live des artistes et de les diffuser sur une plateforme digitale. L'initiative est de l'association SIA Reggae et Musique du Monde. Aujourd'hui, les salles de spectacle se font rares. Et aujourd'hui, surtout avec la pandémie, surtout, qui a empêché aujourd'hui beaucoup de concerts au Burkina Faso. Cela a suscité beaucoup d'artistes dans les salons à créer des concerts et après cela est fini. Donc on s'est dit il faut créer une salle qui peut accueillir ces genres de concerts sans forcément attendre une pandémie, sans forcément attendre une guerre, mais où on peut diffuser des concerts live pour le bonheur des artistes, le bonheur du public burkinabé. Je suis émerveillée par la création de cette plateforme qui pour moi est une première à Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso qui se reconnaît comme ville culturelle, on pense que le projet est la bienvenue, le projet il est innovateur et on espère que ce pourquoi ça a été mis en place pourra en tout cas atteindre la cible qu'il faut. La réalisation de ce projet qui a coûté plus de 37 millions de francs CFA a été rendue possible grâce au financement du FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique, et de l'Union européenne. C'est un honneur pour la région de Haut-Bassin, pour la ville de Bobo-Dioulasso, considérée comme ville culturelle, de pouvoir en tout cas abriter cette salle que nous souhaitons plein succès. Les initiateurs mettent à la disposition des artistes des offres de production, de location, de billetterie en ligne et bien d'autres. Le tout dans le but d'apporter leur touche à la promotion des artistes burkinabés. Sport, football à présent. Rappelez-vous, hier, nous vous annoncions la suspension de la participation de certains clubs aux activités de la FBF, Fédération burkinabé de football. Signe que le secteur du ballon rond burkinabé traverse une crise. Elle est due au non-reversement au club des 25% de la bourse allouée par le ministère des Sports pour l'organisation des championnats des petites catégories. Cette nouvelle secousse, si besoin en était, confirme les difficultés financières permanentes que vivent nos clubs. Zoom donc cet après-midi sur le modèle économique de ces clubs, basé sur le mécénat qui ne semble pourtant pas adapté à la réalité actuelle du football. Madizongo, Maxime Ilboudo nous en disent plus. Introduit au Burkina Faso par le colonisateur et les missionnaires en 1934, le football s'est implanté grâce aux bonnes volontés qui ont créé les clubs. Ils ont été pendant longtemps financés par des mécènes dont certains noms restent célèbres dans la mémoire des anciens. D'abord, l'Européen que je vous ai dit, M. Emery, le papa de Raimo, Yaye Traoré Lassina
et de RCK. Il y a eu au niveau de la GIA, il y avait Drissa Lakola. Il y a eu sans être des commerçants, mais être des dirigeants actifs, de Sas Naba, de Pierre Kamnaba. Il y a eu au niveau des territoires le grand Kwanaouma. Je ne peux pas oublier de citer des grands dirigeants comme Ouedraogo Malik et Senghoré Mamadou et Traoré Isaac Zoundi qui ont tout donné de ce qui leur cher dans la vie du football, de leur argent, de leur intimité, ils ont tout mis au service du football. Cette race d'hommes qui soutenaient les clubs souvent au détriment de leurs familles ayant disparu, les clubs burkinabés n'ont pas su s'adapter au nouveau modèle économique avec l'introduction du football business. Un club fonctionne désormais comme une entreprise dont les recettes proviennent principalement du transfert des joueurs, de la commercialisation des produits dérivés, le reversement des droits de retransmission télé et surtout le sponsoring. Pour bénéficier des bienfaits de ce dernier moyen devenu pierre angulaire de la vie du sport, il y a des règles à obéir. Le sponsoring ne part pas uniquement sur les relations sociales que j'ai avec tel commerçant, tel opérateur économique. Le sponsoring, c'est d'abord une vision que le club a. Et qu'est-ce que nous devons mettre en place pour qu'il y ait ce sponsoring? Je crois que c'est réellement une question d'organisation. Nous disons qu'en management, vous aviez plusieurs segments qui nous amènent effectivement à toucher du doigt le sponsoring, la communication, le marketing et un certain nombre d'éléments fonctionnels que les clubs doivent avoir. Quand nous voyons les matchs d'avant avec les étalons, cela veut dire que le Burkina aime le football. Mais quelles sont les stratégies à mettre en place pour qu'aujourd'hui nos clubs puissent profiter de tout ce que nous voyons en matière de football? Il faut donc aujourd'hui que nous mettions en place des stratégies de management afin que les clubs, eux aussi, puissent en profiter. Cette fronde est la démonstration à souhait des difficultés financières que vivent les clubs. Les subventions de la fédération et les mécénats deviennent les derniers moyens de survie. Et pour finir, l'actualité hors de nos frontières ce vendredi, c'est le retrait de la mission de maintien de paix des Nations Unies au Congo, connue sous le nom de MONUSCO. En effet, sa première base du Sud Kivu a plié bagage mercredi dernier, remettant ainsi le camp à la police congolaise après 25 ans de présence dans le pays. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Regardez. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, connue sous le nom de MONUSCO, a fermé sa première base au sud de Kivu ce mercredi, remettant le camp à la police congolaise après 25 ans de présence sur le territoire. Kamanyola est la première base de la MONUSCO au sud Kivu qui ferme après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023 de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO. Une cérémonie de transfert a eu lieu à Kamanyola où la base de la MONUSCO a été établie depuis 2005. La police nationale congolaise est désormais responsable de la sécurité dans la région. Conscient des défis existants, mais je suis également confiant dans la capacité des forces de défense et de sécurité congolaises à relever les défis avec détermination et professionnalisme. La MONUSCO était au Congo pour une mission de maintien de la paix de l'ONU afin de protéger les civils et le personnel humanitaire et de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de consolidation de la paix. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. En attendant, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.